Bonsoir à tous, nous sommes très heureux de vous retrouver pour une heure de cinéma à passer ensemble avec des news, des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de griffe aussi, tout ça avec de la bonne humeur, bien sûr un peu de mauvaise foi sans doute, mais toujours avec passion et humour. C'est Cinéma Mon Amour. Alors, on est le 1er novembre, c'est la journée des morts, ça tombe bien, nous allons parler de Freddie Mercury. Et qu'est-ce qui se passe ? Rien. Ben, on est raccord hein. À la radio, on aime bien les événements, on aime bien être dans les anniversaires. On est parfaitement dans les anniversaires. Alors, puisque on parle de choses vraiment très 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 belles, on va parler aujourd'hui. On a un invité. C'est Laurence Ricard. Bonjour Laurence Ricard. Bonjour Luc Benito. Laurence Ricard, vous êtes la on dit comment ? Coordonnatrice ? Ça dépend des jours, mais plutôt coordinatrice. D'accord. Non, parce que coordonner, ça existe ou ? Et non, justement, c'est subtil. Et c'est subtil. Alors, vous êtes la coordinatrice du fameux Festival international des musiques d'écran. On est vraiment très heureux, hein, tout le monde ici présent, de vous recevoir. Vous allez nous en parler dans quelques instants, après que j'ai présenté toute l'équipe. Avec grand plaisir. C'est superbe. Merci. Alors, une équipe de rêve, la Dream Team, n'est-ce pas, Maxime ? Oui, bonsoir Luc. Ça va ? Ça va. Ça va ? Pas stressé, j'imagine ? Non, ça va. Non, ça va, tout va bien. Ouais. Nathalie, on t'a entendu ? Oui. On t'a entendu déjà donner le ton de cette émission. Tu parles des morts, tout de suite tu parles de Freddie Mercury, évidemment que ça nous met en boule là. Il est Oui, on pourra pas c'est le bon. ressusciter en tout cas. Malheureusement. Après, il faudra voir si on a pillé sa tombe ou non. Ça sera une autre question qu'on abordera dans quelques minutes dans cette émission. Non, attends, on va tout de suite, on va rester calme. On va rester calme encore quelques instants. Et c'est le grand retour de l'enfant prodigue, Anthony. Comment vas-tu, Anthony ? Ça va, j'ai eu de la lumière, je suis rentré. Eh ben, ça tombe bien. J'en profite. Et alors, il n'y a pas de vin, il n'y a pas de cacahuètes, mais tu vas nous parler de cinéma. Il n'y a aucun rapport. Oui, je comprends pas, mais oui, bien sûr, je vous parlerai de cinéma, de Peter Bogdanovich pour être très précis, parce qu'il y a une grosse actualité. Oui, parce que on l'a mentionné, tu es toujours un petit peu dans nos cœurs, on parle toujours un petit peu de toi dans chaque émission. Je vous écoute. Et donc, les auditeurs peut-être le savent ou s'en souviennent, tu es allé au Festival Lumière et tu as assisté à une masterclass donc. Pas du tout. Voilà. Mais je vous dirai pourquoi. Ok, mais c'est gentil de bien me latter devant tout le monde. T'as l'habitude. Non mais moi j'aime beaucoup taper des fades, c'est une sorte de tradition familiale, je perpétue, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, on a fait le tour. Est-ce que on enchaîne sur quelque chose ? Oui, un petit jingle ? Super. Alors si je peux avoir un peu de retour dans ma voix, c'est génial. Pardon, je déteste entendre ça à la radio, mais voilà, je sais pas qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Enfin, je vais me mettre à poil peut-être. Non, là, c'est bon, tout va bien. Changez rien, c'est parfait. Je m'entends. Nous sommes sauvés. Quel professionnel ce Luc. Dans toutes circonstances. Alors de l'actualité du ciné, c'est l'Actua Ciné, c'est la rubrique qu'on aime retrouver à chaque émission. Des news, donc voilà. Alors qui a des news ? Nathalie, tu fais des gestes. Je ne fais rien, nous avons une invitée, c'est ça la news. Oui. D'accord, c'est l'actualité en tout cas. Voilà. Voilà, pas de rien du tout, que dalle. Je pense que Maxime, il a quelque chose obligatoirement. Non, mais Non, il y a 5 minutes, non. il n'en avait pas. Mais Non, mais je pense que ça serait bien d'enchaîner sur l'actualité justement qui va arriver sur l'agglomération toulonnaise dans les prochains jours, c'est-à-dire le Festival Fimé. merci pour cette transition. C'est génial. Alors oui, nous avons une invitée, Laurence Ricard, coordinatrice ce soir, coordonnatrice peut-être demain, on ne sait pas. Le FIME, donc c'est le Festival international des musiques d'écran. Pouvez-vous nous expliquer ce qu'est le FIME pour les gens qui n'auraient pas encore compris au bout de 14 ans quand même ? Hello, on est là, ça bouge, on s'intéresse, on participe. Tu peux nous expliquer ? Bien sûr. Alors, le FIME, c'est un festival qui est né en 2005, qui a pour particularité de s'intéresser au croisement entre musique et cinéma, et plus particulièrement le ciné-concert. Donc, qu'est-ce que c'est que cette bête-là ? Le ciné-concert, c'est un spectacle qui propose un film projeté sur un écran et des musiciens au pied de l'écran qui
accompagne le film. Mais comme dirait une personne que je connais très bien, il est vrai que les musiciens sont là plutôt pour accompagner les spectateurs vers le film. Voilà la nuance. Et C'est drôlement bien formulé. c'est une belle idée. Et en fait, le FIME se déroule sur 10 jours sur l'agglomération toulonnaise depuis 2005, donc dans des lieux aussi bien, je dirais plutôt confidentiels, avec des jauges assez raisonnables, comme par exemple la salle de cinéma très sympathique de la Valette du Var, cinéma Henri Verneuil, mais nous avons aussi une Très bien. soirée à la Villa Noailles, aussi bien à l'Opéra de Toulon, aux Libertés ou au Royal. Enfin, nous allons de lieu en lieu, de ville en ville pendant 10 jours. Et à chaque fois, nous rencontrons une œuvre qui est composée donc de cinéma muet et de musique vivante. Et c'est à chaque fois une expérience inédite. Est-ce qu'au bout de 14 ans, on garde toujours la même motivation? Est-ce que vous n'avez pas peur de lasser les gens, pas peur de faire l'édition de trop, par exemple? Alors, comment dire? Souvent, on nous a demandé s'il y avait du cinéma muet pour nourrir des éditions pendant de longues années. Et c'est vrai que quand on a démarré, on s'est dit, oh là là, ce répertoire incroyable du cinéma muet, on va puiser des œuvres vraiment pour de très longues années. Et finalement, on s'aperçoit que des films, des grands films du patrimoine, bon, il y en a un certain nombre, mais au bout de 15 ans, on pourrait se poser effectivement la question. Et chaque année, en fait, nous rencontrons des gens qui se sont passionnés pour le festival, qui sont de véritables festivaliers fidèles et qui nous encouragent à continuer. Et en fait, plus on s'intéresse à la programmation de ces films et plus on découvre des merveilles. Alors, il y a les grands films que tout le monde connaît, mais il y a, enfin, en tout cas, tout le monde a entendu parler. Et puis, il y a aussi beaucoup d'autres choses. C'est-à-dire les 3 personnes qui sont dans ce studio. Beaucoup d'autres films, aussi bien des films de documentaires complètement inconnus qui peuvent avoir un intérêt. Et donc, je pense que c'est l'horizon du filmé. Ah bon, J'imagine, pardon, je vous coupe, mais je pense d'autant plus aujourd'hui avec le nombre de restaurations qu'il y a. Je pense qu'il y a de plus en plus de films qu'on peut découvrir, des inédits, même dans le cinéma muet, qui peuvent quand même encore apparaître aujourd'hui. Ah oui, absolument, c'est exponentiel. Avec la technologie d'aujourd'hui, c'est vrai qu'on découvre encore des films magnifiques et vraiment, non, je pense que le film a un très grand avenir. Après, est-ce qu'on a peur de lasser les gens? Écoutez, on va voir. On fera le point après cette 14e édition, mais a priori, j'ai pas mal de gens au téléphone régulièrement, des fidèles du festival qui continuent à vraiment nous encourager et nous remercier pour... Personne ne vous appelle pour vous demander d'arrêter, quoi. En gros, c'est ça. Eh bien non. Eh bien, c'est bien. Ça n'est pas Eh arrivé bien, c'est une encore. bonne nouvelle. Alors, moi, j'ai une petite question. J'ai entendu... il m'est arrivé d'entendre quelque chose d'un peu particulier. On sait ce que c'est donc qu'un ciné-concert, mais est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'est un ciné ouvert? Alors, un ciné ouvert, je pense que c'est l'interprétation de certains spectateurs. On peut parfois, se tromper sur une terminologie, mais donc ça a été une petite coquetterie rencontrée récemment, le ciné ouvert, et je trouve que finalement, c'est pas si bête, parce que le ciné-concert, c'est aussi une forme de spectacle où le cinéma nous ouvre vers totalement autre chose. Vous fassiez de la politique, Madame Ricard. Et grâce à la relecture proposée par les musiciens qui sont au pied de l'écran, c'est vrai que ça nous ouvre d'autres horizons et d'autres relectures du film à notre tour, parce que figurez-vous, quand on voit un film en ciné-concert, qu'on le revoit une autre fois avec d'autres musiciens, eh bien on voit vraiment une autre œuvre. Alors ça peut arriver aussi quand on va au cinéma et qu'on retourne au cinéma, mais avec le ciné-concert, c'est puissance 10. D'accord. Oui, puissance 2, parce que le concert et le film.
Mais puissance 10, quelle énergie, quelle Alors, j'ai bien connu. déflagration. Il y a une personne qui m'a dit aussi qu'un jour, le ciné-concert, pour lui, ça avait un deuxième effet, un peu comme le Kiss Cool. C'est-à-dire qu'on assiste à un spectacle et après, quand on rentre chez soi, on se rappelle vraiment du parfum de la soirée qu'on vient de passer. Et c'est pas seulement un film, pas seulement un concert, c'est vraiment l'association des deux. Et je dirais même plus, c'est un effet 3D C'est un concert. Ou spectacle à 360 degrés, comme vous voulez. Mais c'est vrai que le lieu fait quelque chose aussi, participe aussi à l'expérience. Oui, j'ai l'impression que vous tenez vraiment à cette question du lieu. Je crois qu'elle est vraiment présente dans le concept du filmé. En fait, quand on a créé ce festival, on s'est dit le filmer dans une seule ville, dans un seul lieu, pendant plusieurs jours d'affilée, c'est pas évident quand même, parce que proposer à des amis d'aller voir un spectacle, un ciné-concert, a priori du film muet, tous les soirs au même endroit, je suis pas sûre que ce soit un cocktail très... Ah oui, justement, ça fait superbe transition pour ma question suivante. Effectivement, par quel miracle arrivez-vous à intéresser les gens? Parce que bon, effectivement, cinéma muet... Enfin bon, voilà. Est-ce que, par exemple, ce serait le talent du programmateur ou je sais pas... Alors, c'est vrai qu'on a un directeur artistique qui est quand même hyper doué. Et qui n'a pas les chevilles qui enflent, c'est ça qui est sympathique. C'est vrai. En plus, il est très modeste. Souvent, alors comme je vous disais, je réponds au téléphone, donc j'ai des gens qui nous félicitent sur le concept du festival, qui nous encouragent à continuer, etc. Et il y en a pas mal qui nous félicitent sur la programmation. Donc c'est vrai que je pense qu'on peut féliciter le directeur artistique. Mais c'est bien. Peut-être une prochaine fois. Vous, excusez-moi, on invitera le programmateur pour en parler. Ça me semble être une très bonne idée. C'est une très bonne idée. Le FIME travaille beaucoup avec des programmations, avec des thématiques. C'est ça ? C'est ça. Alors, chaque année, on a un fil conducteur. Donc, cette année, on a le fil conducteur, c'est Voyage, Voyage, hein, comme la célèbre chanson kitsch des années 80. Et donc, ce voyage, nous vous le proposons dans plusieurs dimensions. Donc, le temps, bien sûr, puisque nous allons remonter le temps et aller à la rencontre de ces films du passé. Mais également dans l'espace, puisqu'il y a beaucoup d'histoires qui vous seront contées à travers ces films que nous allons vous présenter, et des histoires qui se passent un petit peu dans le monde entier. Donc, il y a des... Voilà, ce sont des paysages, des cultures que nous allons croiser tout au long du filmé. Et par la musique aussi, puisqu'il y a des styles musicaux variés, comme chaque année. Mais là, en particulier, par exemple, de la musique du monde, nous allons également, avec l'ARFI notamment, qui est programmé, le collectif ARFI, à la recherche d'un folklore imaginaire. Donc, nous allons... C'est extraordinaire, ça. À la recherche d'un folklore imaginaire, je crois qu'on n'a pas mieux trouvé un nom. En plus, c'est des musiciens assez connus, hein, je crois, dans le monde des musiques du monde, des musiques traditionnelles. Ah oui, absolument. C'est vraiment une référence. Et aussi dans l'accompagnement musical des films muets, puisque le collectif ARFI travaille beaucoup sur l'accompagnement des films. On les a déjà invités d'ailleurs, et c'est vrai que ça va être vraiment très... très surprenant. Donc, je vais vous dire peut-être, je peux rentrer un petit peu dans le détail. Oui, effectivement. A priori, quels sont les ciné-concerts qu'il faut vraiment voir et ceux dont on peut se passer? Aucun. Ça, c'est la question à poser. Écoutez, j'ai une préférence, j'ai une petite préférence. Donc, je vais vous dire, il faut venir absolument à tous les spectacles du film. Vous avez une préférence pour tous les spectacles programmés? Oui.
c'est normal. Voilà. Et en particulier pour cette 14e édition, parce que je ne suis pas sûre de vous avoir... Si vous m'aviez invité l'année dernière, je ne suis pas sûre de vous dire la même chose. Mais là, cette année, vraiment, c'est... Les autres années, c'était... Bon, c'était ça va. Mais là, cette année, c'est vraiment... c'est exactement. Ça. C'est ça que vous me dites. C'est exactement ça. Et j'ai des personnes qui me téléphonent régulièrement pour me Pour me dire que c'est très demander bien. est-ce que... Alors ça, je vous l'ai dit. Oui, Mais, ou pour féliciter le programmateur. programmateur, oui. Mais aussi pour me dire est-ce que vous pourriez nous guider, nous dire quelle est votre préférence? Est-ce que vous avez... Ça, chaque année, on nous pose ces questions. J'adore. Parce Effectivement, si par exemple quelqu'un ne connaît pas le filmé, je vois pas bien qui, mais on ne sait jamais, posons une hypothèse, faisons ça comme ça tous ensemble, ouvrons notre cœur, décidons de tenter l'aventure. Je franchis la porte, je veux découvrir un premier ciné-concert. Par quoi je commence? Alors ça dépend, vous avez quel âge? Moi, je pense que pour les enfants, on peut proposer Axane, par exemple. Alors, C'est une plaisanterie. Alors justement, Axane, j'allais vous demander quel était votre âge, puisque Axane, c'est un âge honorable. quand même un film, il est considéré comme le premier film d'horreur, on peut dire ça? Qu'est-ce que vous en pensez, Luc Benito? Il semblerait que oui. Oui. Voilà. Il semblerait que oui. Donc c'est quand même un film qui traite de la sorcellerie, de... Alors il se trouve que je le connais et que et qu'il se trouve même que c'est un de mes films préférés. C'est un film, donc je peux en parler. C'est un film météore complètement. Voilà, c'est un film qui mélange tous les styles, enfin, tous les genres. Et de manière assez brillante. Un peu, je trouve qu'il n'y a que dans le cinéma asiatique qu'on peut se permettre une telle liberté de passer à la fois de l'horreur, à la comédie, au grotesque, au documentaire. Voilà, c'est un film météore. Il n'y a pas deux films comme Axane, et ça va être vraiment c'est un film un peu fou, et je crois que ce que j'ai pu en lire, et je crois que c'est une première tentative cette année. Je trouve que c'est particulièrement intéressant et particulièrement bien trouvé d'avoir proposé de créer ce que vous appelez l'atelier cinéphonique. Alors peut-être quelques mots sur cette, Exactement. Alors cette nouveauté. l'atelier cinéphonique, c'est une première. Donc c'est l'idée, c'est de rassembler, en fait, de faire un appel, une sorte d'appel à projet qui s'est fait d'ailleurs grâce à un réseau social assez connu. Oui. On dit le On nom. peut le dire. Oui. Donc Facebook. Donc Le directeur artistique a lancé un appel à candidature. parlons bien. Et donc les places étaient réservées pour participer à cette aventure artistique, étaient au nombre de 9. Donc 9 musiciens qui soient capables en une journée de se préparer à cette grande expérience que celle d'accompagner un film en direct le soir même dans le cadre du filmé. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose Un vrai défi. que l'on tente aujourd'hui, oui. Un vrai défi qui va se dérouler, alors non pas à la surface comme vous pouvez le voir sur certains documents de communication qui circulent actuellement dans l'agglomération toulonnaise. Qui sont légaux, mais qui sont un peu faux. Un peu faux. En fait, ce spectacle est programmé à la Maison de la Photographie à Toulon, donc le samedi 10 novembre à 20h30. Et donc, ce sera le moment de la création d'un accompagnement musical improvisé avec ces 9 musiciens, donc un groupe, on peut dire, éphémère, qui se sera réuni toute la journée du 10 novembre pour préparer cette soirée. Donc, il y a un côté expérimental, unique, je dirais même inédit. Et le tout est orchestré par un directeur artistique. Eh bien, c'est le même, en fait, que le directeur artistique du film. Et d'ailleurs, alors si je peux le dire, je crois que c'est peut-être un scoop. Oui. C'est un homonyme. Il s'appelle également Luc Benito. Alors ça, c'est étonnant. Et c'est encore plus étonnant parce que ce qui paraît, c'est vraiment ton portrait craché, Luc. Absolument. À croire que... Bon, tu as un jumeau, je crois. Ou un clone. Ouais, clone. Un clown, peut-être. Par contre, est-ce que vous avez fini non, mais peut-être dire à nos auditeurs les autres dates justement du festival.
Bon, Pour ceux aussi qui- peut-être comment retrouver les dates, mais Oui. éventuellement peut-être nous parler d'un autre quelque chose qui vous tient à cœur ou un petit coup de cœur ou quelque chose que vous attendez particulièrement. Alors, C'est délicat, hein, c'est comme Oui. on va au resto. Et c'est quoi que vous avez de bon à manger? Bah écoutez, je pense qu'on peut peut-être parler du film de Murnau qui sera présenté au Cinéma Royal. Qui est quand même le plus grand réalisateur mais du monde. c'est très très difficile de faire un Alors choix. voilà, attention, il y a une interjection à ma droite. Il y a quand même un... Oui, Anthony. Non, vas-y, je dis explique-toi. simplement que c'est quand même vous avez quand même un film du meilleur réalisateur de l'histoire du cinéma, peut-être. Voilà, c'est sans appel. Sans appel. Aucun. Il avait tout fait dès le début. Alors, je permets-moi d'être d'accord avec ce qu'a dit Anthony. Et malheureusement, c'est son dernier film. Et c'est peut-être le moins connu, mais c'est bon, peut-être voilà un summum absolu. Aussi un film un petit peu météore, parce qu'il avait quand même l'habitude venant de l'expressionnisme allemand, de travailler plutôt en studio. Alors le film c'est Tabou, parce qu'on n'a pas précisé le titre. Exactement, le film c'est Tabou. Et là, c'est un film entièrement tourné en extérieur, en Polynésie française, avec co-réalisé avec Robert Flaherty, je crois, qui est un immense documentariste, puisqu'il a réalisé Nanook l'Esquimau. Et je crois qu'il sera également présent avec un autre film. Pas physiquement. Dans le film. Non, on En aura fait, du mal. il est mort aussi. Il est aussi mort. Donc c'est un peu sa fête aujourd'hui. Bonne fête, Robert Flaherty. L'homme d'Aran, Voilà, merci. L'homme d'Aran. qui ouvrira le festival d'ailleurs. Voilà. Alors justement, j'hésitais avec cette programmation. Donc rapidement, c'est vrai qu'on a une ouverture qui est très prometteuse. Donc l'homme d'Aran, vendredi 9 novembre au Théâtre du Rocher à 20h30 avec le groupe IFI Club et un invité, Mike Cooper. Voilà, donc là, on vous garantit une très très belle soirée d'ouverture. Oui, absolument. Et puis il y a aussi une séance qui à chaque fois, chaque année me transporte, c'est la séance à l'opéra qu'il ne faut absolument pas manquer. Oui. Surtout voilà qui sera donc il y en aura deux pour le coup. Deux fois le même film, ça sera La ruée vers l'ordre de Chaplin, il me semble. Et c'est ça. Voilà, et ça sera le 17 et le 17 novembre samedi 17 novembre à 20h et le dimanche 18 novembre à 14h30 et ce sera d'ailleurs la dernière séance du festival. Absolument, ce sera la clôture. Juste préciser peut-être aussi qu'il y a quand même quelques séances avec ces deux ciné-concerts à l'opéra, deux séances jeune public avec Chang. C'est ça, aux Libertés, mardi 13 novembre. Voilà. Et les contes persans pour jeune public, mais même tout jeune public, je crois que c'est un spectacle 3 à 5, à partir de 3 ans, avec des courts-métrages iraniens, si je ne m'abuse. C'est tout à fait ça. Voilà. Et ça aura lieu au Théâtre Marelios. Voilà, et peut-être finir par aussi quelque chose qui s'annonce comme très beau, le film documentaire Grass de Marianne Cooper et Schoedsack, donc les réalisateurs de Chang, mais aussi de King Kong un peu plus tard. Magnifique film, avec un accompagnement que je découvre, Isabelle Courroy et Shadi Fati, qui... Voilà, là, vous nous faire complètement voyager aussi en Perse, en Iran, en Anatolie. Voilà, ça va être sans doute vraiment un grand moment aussi à la Villa Noailles. Voilà. Et juste une dernière date pour dire que justement les auditeurs pourront qui nous écoutent pourront justement vous rencontrer, Laurence et aussi le directeur artistique lors d'une soirée pré-ouverture, je crois, au Twiggy, il me semble. Oui, une soirée J-1. Absolument. Donc c'est jeudi 8 novembre à 19h30 à Chic Planète. Une autre chanson d'ailleurs incontournable des années 80. Et donc un petit voyage aussi dans la rétrospective des affiches du FIME. Et à 20h30, rendez-vous au Twiggy pour une soirée de tour de chauffe. Exactement, tour de chauffe. Warm-up. Voilà, juste avant de démarrer tous ensemble. Pour rencontrer l'équipe. Et pour rencontrer l'équipe et boire un verre ensemble. Et donc, avant de démarrer cette exceptionnelle 14e édition du FIME. Ah ben, si vous le dites. Aux allures de faux semblants de chronomètre, puisque vous rencontrerez Luc et son jumeau. Exactement, sans doute que je serai là. Ah, c'est sympa. Si vous voulez vraiment plus de renseignements, moi, ce que Nathalie veut... On a parlé de la programmation qui a l'air
qui a l'air très palpitante, mais on ne parle pas de l'affiche qui est quand même très très belle. C'est la 2e année que vous avez changé, on va dire, le graphisme de l'affiche. Et cette année encore, elle est très très belle. Donc, est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu de la personne qui a imaginé et fabriqué cette merveilleuse affiche, s'il vous plaît? C'est bien le sûr, directeur Nathalie. artistique toujours. Alors, le directeur artistique n'est pas loin, bien sûr, la coordinatrice non plus. Mais disons que nous travaillons régulièrement avec un graphiste marseillais qui s'appelle Adrien Bargin, qui a suivi l'évolution de l'identité visuelle du Fimé depuis 2007, puisqu'il était proche du précédent graphiste qui avait créé la charte, donc en 2007, avec, je ne sais pas s'il y a des fans du Fimé depuis 2007, mais c'était le métronome avec l'œil. Exact. Elle était magnifique. Elle était vraiment très Très réussie. belle. Donc celle-ci a été créée par Stéphane Montaner, un graphiste marseillais. Et Adrien travaillait avec lui. Donc on a travaillé avec lui sur la déclinaison des affiches jusqu'à l'année dernière, où on a décidé ensemble de changer complètement l'identité. Et là, il nous a proposé quelque chose de très différent. Et alors, ça a été un véritable succès. On a eu beaucoup de retours très positifs sur cette affiche l'année dernière. Donc on s'est dit que voilà, ça faisait un petit moment qu'on y réfléchissait. On a été heureux de constater que c'était le bon moment, que les gens s'attachaient à ce visuel. Et aujourd'hui, voilà cette deuxième affiche qui arrive et qui, selon le public qui réagit, est encore plus belle que celle de l'année dernière. Des couleurs chaudes, avec vraiment... Bon, on va en avoir besoin. C'est ça. Mais bon, elle reflète aussi l'atmosphère de notre... chère ville de Toulon et de notre région. Donc voilà, apparemment, les gens s'attachent au visuel, s'attachent au Fimé. C'est pourquoi je pense qu'on peut imaginer que le festival va continuer comme ça quelque temps. Peut-être même qu'il y aura des déclinaisons, des produits dérivés, on ne sait jamais. C'est bien possible. Alors, je ne sais pas si le directeur donc, artistique du Fimé serait d'accord avec moi pour en parler, mais c'est sûr qu'il y a pas mal d'idées qui germent en ce moment autour de ce visuel, puisqu'il a beaucoup de succès. Donc, guettez voilà, les informations du Fimé. Il peut y avoir des surprises à suivre. Super. Bon, eh ben, merci de ce tour d'horizon du Fimé 2014. On peut retrouver toutes les informations sur un site qui est plutôt bien fait, 2014 2018 et édition 14. Alors, le site, c'est filmfestival.fr. Voilà. Et vous pouvez retrouver le festival aussi sur les réseaux sociaux facilement, Instagram, Twitter, Facebook. Vous pouvez nous téléphoner aussi au 07 81 26 26 11. Alors je répète, 07 81 26 26 11. On sera très heureux de vous avoir au téléphone. Absolument. Laurence Eka, merci. Vous restez avec nous. Oui, avec plaisir. Et voilà, si tu voulais intervenir, n'hésitez donc pas. On ne sait jamais. Voilà. Merci. En première chronique, Nathalie, justement. Oui. Eh bien non, je sais peut-être si c'est Nathalie. Voilà, c'est Nathalie. Tu vas nous parler de Silvio. Silvio et les autres, qui en version originale s'appelle Loro. J'aurais préféré qu'on garde ce titre-là, mais enfin bon. Passons. Donc Silvio et les autres, c'est le nouveau film de Paolo Sorrentino qui s'attaque à Silvio Berlusconi. Pour ceux qui sont comme moi et qui ont adoré La Grande Bellezza, vont être ravis. Je ne sais pas si j'ai assez d'adjectifs pour exprimer ce que j'ai ressenti cet après-midi. Outrancier, excessif, débordant, obscène, drôle, grave. Le tout servi avec une succession d'images plus folles les unes que les autres pendant 2h25. Est-ce trop court ou est-ce trop long ? Par petit rappel, le film aurait dû sortir en 2 parties, mais le distributeur en a décidé autrement en faisant un montage d'un seul et même film. Alors... Je dois quand même le dire, je suis un petit peu déçue par le film. Je trouve que l'histoire, le scénario ne montre pas grand-chose. On fait un petit peu de surplace. Et donc voilà, après, au bout de 2h15 de film, j'ai bien compris que Silvio Berlusconi aimait les femmes, les aimait très jolies. On avait besoin du film ?
Voilà, et on nous les montre vraiment sous toutes les coutures, hein, c'est le cas de le dire. Et la manière dont Sorrentino va nous les filmer, alors j'ai bien compris que c'était la vision que Berlusconi avait des femmes ou fantasmait les femmes, mais j'ai l'impression d'être dans un clip de rap de MTV des années 80. Et l'image de la femme en prend quand même un sacré coup, et ça me fait quand même un peu mal, il faut bien le dire. C'est un film de biatch. Mais ça a l'air voulu, non? Oui, non, mais totalement, c'est voulu. Après, voilà, c'est pas un truc qui me plaît dans mon fort intérieur, donc c'est vrai que j'ai un petit peu accroché là-dessus. Je suis pas certaine. Alors, je suis certaine qu'autour de cette table, n'est-ce pas, Luc, on va me dire que si à la place des femmes, on aurait eu des hommes en petite tenue, je n'aurais peut-être pas eu le même discours. Eh bien, si. S'il y avait eu Ryan du tout. Gosling, Mads Mikkelsen, Mathias Schoenaerts, je suis totalement objective en et je tiens à le mini-kini. dire. L'espèce de Tom Hardy. homme-objet ou de femme-objet, ça me dérange un peu pour moi. Après, ce que je reprocherais aussi un petit peu au film, mais ça vraiment, ça n'engage que moi, parce que j'aime les films historiques avec une certaine réalité des faits. Là, le film... Ah bah ça devrait te plaire, Un peuple et son roi. On passera sur le truc. Après, ça a été bien annoncé en début du film. Ce sont vraiment des personnages réels, mais c'est quand même bien fictif. On s'inspire d'eux. J'aurais préféré que le film, avec une longueur de 2h15, soit un petit peu plus véridique, soit un petit peu plus mordant. Voilà, pour moi, c'est un petit peu... c'est inspiré, ça me dérange un petit peu. Après, pour le casting, on retrouve Tony Sorellino, Servillo, qui est grimé de façon assez extraordinaire en Berlusconi, et il est impérial. Après, nous avons Ricardo, qui est absolument magnifique, il faut le dire. Et alors, un gros coup de cœur pour Elena Sofia Ricci, qui joue le rôle de l'épouse bafouée et qui incarne vraiment à l'écran la classe. Donc, pour moi, c'est une demi-réussite. Et voilà, je suis un petit peu déçue, je dois quand même bien l'avouer. D'accord, mais Sorrentino, c'est toujours quand même quelque part un peu clivant. Moi, je sais que j'aime beaucoup, mais il y a souvent des pour et du contre, même des gens qui vont le voir, qui savent qu'ils vont pas aimer parce qu'ils n'aiment pas Sorrentino. Bon, bref. Comme les cahiers du cinéma, tu veux dire? je parle de revues sérieuses, s'il te plaît. Ok, merci pour aller le voir. Il est où ça? Au Royal, j'imagine. Non, il est c'est un film Liberté Pathé. en VO. Et ça, par contre, bravo. C'est Pathé qui distribue, donc il est au Pathé. Exactement, il est en version originale, donc ça c'est quand même plutôt pas mal. Il n'y a pas de séance version française. Merci. Et merci à toi pour cette chronique. Oui, alors je tiens à m'excuser. On s'est fait radiophoniser. Non, alors, je tiens quand même à basses dans cette expliquer émission. que la personne qui m'a fait les jingles me l'a fait très basse. Et comme je mets le niveau très haut, ça fait des non, mais déjà, problèmes. je crois inconsciemment, c'est une mise en garde sur ce qui va se produire tout à l'heure. Voilà. Et c'est pas grave. Je me venge un peu. Voilà. En liberté. Oui. Maxime. Alors, En Liberté, c'est la nouvelle comédie de Pierre Saladori, donc qui est le réalisateur notamment de Hors de prix et D'après vous. Et on va dire que pour ceux on connaît un peu tous le style de Pierre Saladori, donc c'est on va dire un film, le style de Pierre Saladori, c'est souvent des comédies romantiques avec une bonne dose de poésie et quelques saillies d'humour un peu grinçant. Sauf que pour En Liberté, Pierre Saladori a décidé de changer totalement sa recette, ou plutôt l'équilibre, ou plutôt les doses de sa recette, et va nous livrer une comédie policière totalement absurde et loufoque. Alors, pour ce qui est de l'histoire, on suit Yvonne, qui est une jeune inspectrice de police qui va découvrir que son mari, le capitaine Santi, héros local tombé au combat, n'était pas le flic courageux et intègre qu'elle croyait, mais un véritable ripoux. Et déterminée à réparer les torts commis par ce dernier, elle va croiser le chemin d'Antoine, une véritable bombe humaine sous pression, injustement incarcérée par Santi pendant 8 longues années. Et sans mauvais jeu de mots, je vais dire que cette rencontre inattendue va faire des étincelles dans un monde totalement dysfonctionnel et fantaisiste. Alors il ne faut pas chercher ici une comédie réaliste, ni même chercher dans le style, retrouver le même style, ou je dirais la même patte qu'avait Pierre Saladori durant ses derniers films, car ici on va trouver vraiment, comme je disais, un monde dysfonctionnel, un monde fantaisiste, et autour justement de ce personnage d'Yvonne et de ce personnage d'Antoine, on va trouver des personnages qui sont totalement
délurés, et même presque plus délurés qu'eux, et qui sont, on va dire, tout droit sortis d'une bande dessinée. Alors on trouve parmi eux l'archétype de l'amoureuse réaliste, du bisounours romantique, ou encore, plus surprenant, un comptable sadomasochiste. Donc c'est assez barré, ça ose c'est réaliste en même temps. beaucoup de choses. Ça ose beaucoup de choses, quitte à mettre souvent en péril l'équilibre subtil entre humour et émotion qui faisait justement la sève du cinéma de Pierre Saladori. Mais les situations sonnent souvent très justes, les personnages sont écrits sur un fil et les acteurs sont dirigés avec une grande précision. Et je dirais qu'on retrouve dans Liberté un casting de grands talents, car on trouve au casting Adèle Hanel, Pio Marmaille, Damien Bonnard, Vincent Elbaz, Audrey Tautou, tous excellents dans des rôles, on va dire, plus ou moins à contre-emploi. Après, c'est vrai que, comme je disais, voilà, c'est totalement à l'opposé on va dire, du style qu'avait fait Pierre Saladori, nous lit Pierre Saladori d'habitude. Je dirais, pour faire une comparaison, que ça serait un peu le Phantom Paradise de Brian De Palma. Le Liberté de Pierre Saladori. Non, mais je vais m'excuser. C'est un peu le Apocalypse Now de Coppola. Non, mais je vais m'expliquer. C'est-à-dire que comme Brian De Palma à l'époque, c'est un film justement qui est à peu près en liberté, qui reprend justement le genre de prédilection... entre Tree of Life et 2001. Non, mais qui reprend le genre de prédilection de Pierre Saladori, c'est-à-dire la comédie, mais avec des idées qui sont totalement à l'opposé de ce qu'il pouvait nous livrer d'habitude. Donc ça va sûrement désarçonner les fans. Après, le film a quelques faiblesses, notamment au niveau de la mise en scène et au niveau des effets spéciaux qui sont pas toujours très bien soignés. Mais je trouve franchement que c'est l'une des plus belles comédies françaises de cette année, et je vous encourage à aller le voir. Voilà. Ah, je ne savais pas comment t'allais finir. Si t'allais finir bien ou... c'est bien. Voilà. Très bien. Bravo. Si vous avez tous compris la chronique de Maxime, envoyez 1 pour dire oui et 2 pour non au 10 15 15 20 12. Il dit ça, mais c'est parce qu'il n'a pas écouté ta chronique. J'ai pas écouté, c'est vrai. Pardon, j'étais concentré sur autre chose. Je regardais mes mails. Non, alors effectivement, c'est En Liberté, c'est quand même unanime. C'est un film qui a fait beaucoup d'unanimité à Cannes notamment. Il y a eu Le Grand Bain et En Liberté. Je trouve ça un peu dommage qu'ils le sortent en même temps, parce que Le Grand Bain commence à avoir un immense succès. J'ai peur qu'il éclipse un peu En Liberté. Ça aurait été bien de le sortir un mois après. C'est un peu dommage. Comme je le disais, c'est vraiment un style totalement différent. C'est vraiment, je dirais, presque une sorte d'ovni En Liberté. Et c'est d'ailleurs le film, autant la presse est unanime, autant le film clive beaucoup les spectateurs. Voilà. Alors, je disais pas pour ça pour que tu relances, mais merci quand même. C'est pour une précision et c'est important. Voilà, c'est important de le préciser. Donc allez voir En Liberté, on peut le voir où ? Au Liberté peut-être Non, au Royal et au Pâté La Valette. Ah, Dommage. Mon gag est tombé à l'eau. Merci. Juste un grand merci. Un grand merci. Et puis un jingle pour remercier. Un jingle. Un jingle de remerciement. Un jingle de remerciement, je peux trouver ça. Vous êtes toujours pas au point. Depuis que t'es parti. Il me fait des propositions qui ne tient pas. Après. C'est vrai. Où sont les panneaux ? Je tiens des promesses et je ne tiens pas mes promesses. Exactement. Anthony, tu Oui. avais la parole. C'est mon tour ? C'est ton tour D'accord. d'en découdre. Oui, je voulais vous parler d'une actualité autour de Peter Bogdanovich qui est très foisonnante actuellement. Mais avant de commencer, quand même, qui est Peter Bogdanovich ? Parce que Est-ce que c'est le père des frères Bogdanovich ? pas du tout. Mais j'imagine que pas mal de gens ne doivent pas connaître Peter Bogdanovich. Maxime a beaucoup aimé cette blague. On l'en remercie. Pourtant, elle est pourrie. Pourtant. Non, Peter Bogdanovich, c'est un réalisateur américain, d'origine yougoslave, mais né aux États-Unis, qui est un réalisateur, assez peu connu, malheureusement, qui est de la génération du nouvel Hollywood. C'est le contemporain des Scorsese, des Coppola, etc. Altman. Même si il a un peu deux pieds dans deux sabots différents. Il a un pied dans, effectivement, le nouvel Hollywood et un pied qui est plutôt dirigé vers le cinéma de l'âge d'or américain, parce que c'est un immense fan du cinéma de John Ford, de Howard Hawks, etc. Et il les a d'ailleurs côtoyés. Donc voilà, c'est un réalisateur. Il est aussi comédien. Il a joué... on le voit souvent même faire des caméos dans les séries, dans Les Sopranos, etc. Et puis il joue pas mal dans ses films. Il était aussi critique de cinéma. Il a une carrière relativement... pas brève, parce qu'il continue en fait à travailler, mais sa grande période de gloire, c'était dans les années 70. Le film le plus célèbre de sa filmographie, c'est The Last Picture Show, La Dernière Séance, avec lequel il gagnera quand même 2 Oscars. Le film a eu 10 nominations aux Oscars à l'époque.
Et qui est un chef-d'œuvre, on peut le dire. Et qui est considéré aujourd'hui comme un grand chef-d'œuvre. Et c'est un grand cinéphile. En fait, Peter Bogdanovich a interviewé notamment beaucoup de grands réalisateurs, on va en reparler, mais que ce soit John Ford, Howard Hawks, Léo McCarey, il y en a des tonnes. Et puis Orson Welles, il a une relation très particulière avec Orson Welles. Donc il y a une très grosse actualité actuellement. Peter Bogdanovich était l'invité de la dernière édition du Festival Lumière à Lyon en octobre dernier. J'y étais et je devais le voir en masterclass, donc, comme le disait Luc en début d'émission, même si là il ne m'écoute pas. Si, je t'écoute et d'ailleurs, je n'oublie pas que je me suis pris un fad. Hein. Voilà. Mais malheureusement, on n'a pas eu Peter Bogdanovich parce qu'en arrivant à Lyon, il s'est cassé la jambe. Et il n'a rien pu faire. Pusher, il a 79 ans. On ne l'a pas vu, il n'est pas venu présenter ses films, etc. Peter Sellers ou... Malheureusement. Mais en tout cas, il y a une grosse actualité. Comme je le disais, d'abord, des ressorties de films. Il y a 2 films qui ressortent. Le premier, celui dont je parlais, The Last Picture Show, qui ressort en combo DVD Blu-ray dans une copie restaurée chez Carlotta. Un magnifique film, comme tu le disais Maxime, qui est considéré comme un chef-d'œuvre, qui se passe dans le Texas des années 50, qui est un petit peu l'anti-American Graffiti de Lucas, où là on est dans une Amérique perdue, où des jeunes complètement désenchantés en fait voient le dernier cinéma de la ville fermé. Eux ils découvrent un petit peu la sexualité, ils savent pas, et c'est après-guerre, des jeunes complètement perdus. C'était un très beau film tourné en noir et blanc. Je vous le conseille, dans une très belle édition chez Carlotta, ils sont toujours très soignés sur leurs éditions. Le deuxième film à ressortir, c'est Saint Jack, qui est un film qu'il a fait un petit peu plus tard, qui ressort aussi en combo DVD Blu-ray et aussi en salle en copie restaurée, toujours chez Carlotta, qui est un film très étrange, assez mélancolique, qui se passe dans le Singapour des années 70 avec Ben Gazzara, qui était quand même un acteur fétiche, notamment de John Cassavetes, etc., et qui raconte l'histoire d'un homme d'un Américain qui part à Singapour pour ouvrir un bordel. C'est son rêve. Et on peut se dire comme ça, c'est un peu étrange, c'est tiré d'ailleurs de faits réels, etc. C'est le rêve de beaucoup de gens. Mais c'est un film très, très intéressant parce que Bogdanovich, il met toujours en scène des gens un peu perdus, des marginaux ou des déviants, mais toujours, il les filme toujours de façon très, très humaine, très sensible. Et on passe, à chaque fois, on s'attache beaucoup à ces personnages et on passe un très, très bon moment. Donc il y a ces 2 films qui ressortent, The Last Picture Show et Saint Jack. Il y a 2 bouquins aussi qui sortent en même temps, qui sont absolument magnifiques. Le premier, et je vais m'arrêter un tout petit peu dessus parce qu'il est vachement important, je trouve, qui s'appelle La mise à mort de la licorne. C'est un livre qu'avait écrit Peter Bogdanovich dans les années 80, qui sort pour la première fois en France d'ailleurs, traduit, qui raconte, en fait, c'est un livre qui est un livre autobiographique, puisqu'il raconte en fait son histoire d'amour et la vie d'une femme qui s'appelait Dorothy Stratton, qui a partagé sa vie pendant quelques mois, qui était une Playmate qui a été sauvagement assassinée par son ancien mari à l'âge de 20 ans en 1980. Bogdanovich, lui... Pardon, excuse-moi, je te coupe, il y a eu plusieurs biopics sur Dorothy Stratton. Dont un avec Jamie Lee Curtis, qui jouait Dorothy Stratton. Alors celui-là, je ne connais pas, dis donc. Ouais. Alors il y en a au moins 2. Et je crois qu'il y en a eu un, il y en a eu un autre. Un récent avec Amanda Seyfried. Et James Franco de mémoire. Et puis un très célèbre avec Eric Roberts dans les années 80. Oui, il me semble que c'est avec une des filles. Star 80, non, c'est pas. Ouais, c'est ça. Star avec 80, une des filles Hemingway, je crois. Qui est apparemment pas tout à fait fidèle à la réalité, mais en tout cas qui raconte cette histoire. Et Peter Bogdanovich a écrit ce livre, La mise à mort de la licorne. C'est un livre qui contient beaucoup de choses et qui est, je trouve, magnifique. Moi, je l'ai lu en une journée, je l'ai dévoré et je n'ai pas pu m'en décoller. À la fois, c'est un livre très personnel, parce que Bogdanovich, il raconte ses sentiments pour cette femme, il raconte des choses très intimes qui sont très, très belles. En même temps, c'est un livre d'enquête, puisqu'il essaye de comprendre déjà d'où vient cette femme et qu'est-ce qui a mené à l'assassinat dont elle était victime par son ex-mari qui était un Mac, etc., qui était un drogué. Bon, c'était très compliqué. Et c'est aussi, alors c'est un livre très politique, parce que c'est un brûlot anti-Playboy. Elle était Playmate et ça s'est très très mal passé à Playboy. Et il dénonce tout ce qui s'est passé à Playboy. C'est même un brûlot anti-pornographie, j'ai envie de dire. Et il y a un écho absolument phénoménal avec l'actualité qui se passe sur tout ce qu'on connaît, le mouvement MeToo, etc., l'affaire Weinstein. Puisqu'il parle énormément de la condition de la femme, des maltraitances faites aux femmes, de la femme aussi à Hollywood, comment elle est traitée, la femme objet, etc. Donc, notamment sur toute la dernière partie, il y a un vrai... c'est un bouquin féministe, totalement, et un vrai bouquin sur le corps de la femme aussi, et la sanctuaire... Enfin, lui, il
plaide un peu pour la sanctuarisation du corps de la femme, etc. Bon, il y a plein de choses très intéressantes. Je vous conseille vraiment de le lire, même si vous vous intéressez pas spécialement au cinéma ou quoi que ce soit, parce que c'est terriblement d'actualité. C'est prenant parce qu'il y a cette partie enquête, c'est hyper émouvant parce qu'il y a toute cette partie d'histoire d'amour aussi, et c'est effrayant aussi de voir ce qui se passe, ce qui se passait à l'époque, et à mon avis ce qui se passe encore aujourd'hui malheureusement. La mise à mort de la licorne, c'est Carlotta qui le sort aussi, je vous le conseille. Ah, en édition. Oui, qui sort en livre. Ok. Et ils sortent un deuxième livre aussi qui s'appelle Le cinéma comme élégie, qui est un livre d'entretien. Là, c'est plus, on va dire, pour les cinéphiles, pour ceux qui s'intéressent vraiment au cinéma de Peter Bogdanovich. C'est un long livre d'entretien qui est magnifique. C'est pas une réédition? Non, c'est un... Je croyais, parce que Non, semblait que cette photo c'est une n'était première, pas... c'est une première édition, parce que c'est des entretiens qu'a mené Jean-Baptiste Ah Toré, oui, Jean-Baptiste Toré. fameux journaliste cinéma, qui en fait pendant 10 ans a interviewé Bogdanovich comme ça au fur et à mesure. Il a sorti ce livre-là, très intéressant aussi, où Bogdanovich parle beaucoup de ses films. En fait, il analyse entre guillemets un petit peu son travail, et puis il parle aussi des rencontres qu'il a fait avec des grands réalisateurs. Donc, il cite énormément. Alors lui, il a été très proche de John Ford, d'Howard Hawks, d'Orson Welles. C'est les trois principaux qu'il cite énormément. C'est assez croustillant parce qu'en même temps, il n'hésite pas aussi à mordre et à égratigner beaucoup de choses et beaucoup de réalisateurs. Il dit que Billy Wilder était un con, Sam Peckinpah était un mauvais réalisateur parce qu'il les a fréquentés, que Sergio Leone était un ringard, tout ça. C'est assez drôle à lire. Ouais. Il déteste le cinéma européen, il déteste Antonioni, tout ça. Bon, c'est assez drôle à lire. Il est en plein dans l'ère du bashing. Il est dans son temps aussi. Il a pas la langue dans sa poche, on peut le dire. Donc c'est un très joli livre. En plus, où il y a un petit bonus, il y a un DVD d'un documentaire inédit, One Day Since Yesterday, qui est un peu une synthèse du livre. Ça n'a pas énormément d'intérêt, on va dire, mais c'est toujours sympa de l'avoir. Très joli livre, donc. Et il y a 2 livres aussi qui étaient ressortis il y a quelques mois, mais qui sont absolument passionnants. C'est les livres d'entretien qu'il a fait donc avec les grands réalisateurs. À l'époque, il les a fait souvent, même avant d'être réalisateur même. Il a interviewé les plus grands. C'est sorti chez Capricci, qui a une super belle collection de livres. C'est 2 énormes bouquins. Je vous donne quand même quelques noms de réalisateurs qui sont interviewés là-dedans pour vous donner un peu la mesure du truc. Sont interviewés par Peter Bogdanovich, Fritz Lang, George Cukor, Léo Macaré, Raoul Walsh, Howard Hawks, Van Sternberg, Hitchcock, Don Siegel, Sidney Lumet, Robert Aldrich, Chuck Jones et Otto Preminger et d'autres. Ah oui, donc quand même. 2 périodes, âge d'or et Oui. Nouvelle Hollywood. Le nouvel, un peu plus le Nouvel Hollywood. C'est magnifique. C'est chez Capricci, c'est déjà sorti. Autre actualité, sur Netflix demain, à partir du vendredi, donc c'est demain, 2 films aussi en rapport avec Peter Bogdanovich. Le premier, The Other Side of the Wind, qui est le film inachevé. Et que j'avais vu à Venise et qui fourmille d'idées de cinéma et qui est vraiment extrêmement vivant. Alors Voilà. ça fait débat parce que c'est le film inachevé d'Orson Welles qui a été terminé, qui a été racheté par Netflix. C'est une Arlésienne depuis des années, il devait sortir. C'est la première fois qu'on le voit, ça fait débat parce qu'il y a des gens qui disent qu'on n'aurait pas dû le sortir, etc. Peter Bogdanovich joue dans le film et il a supervisé la ressortie de ce film. Et un documentaire également sur Netflix, They Love Me When I'm Dead, qui est un documentaire sur Orson Welles et notamment son dernier film. Donc on voit beaucoup Peter Bogdanovich aussi, qui était très proche de lui, qui a habité même avec lui pendant 2 ans. Voilà. Et aussi, Peter Bogdanovich sort un documentaire. Il n'y a pas encore de date de sortie en France, mais il sort en ce moment aux États-Unis. The Great Buster, sur Buster Keaton. Oui. Voilà, c'est le 3e documentaire qui tourne. Après un documentaire sur John Ford, après un documentaire sur un rocker dont le nom m'échappe maintenant, mais ça me reviendra. Et voilà, son 3e documentaire, The Great Buster, on a hâte de le voir. Mais merci pour cette actualité J'ai essayé de complète. faire court. Voilà, mais c'est bien, en tout cas, ça donne envie de voir des films, et c'est le principal. Tu reviens quand tu veux pour nous flinguer l'émission. Oui, pas de problème. Avec plaisir. Non, c'était super. Merci beaucoup, Anthony. Je me mixe, je me boucle moi-même. Bohemian Rhapsody, Luc. Eh bien, Bohemian Rhapsody, vous l'avez compris, hein, c'est le climax de l'émission. Alors, Bohemian Rhapsody est sorti hier. Ce film n'est pas un biopic. D'ailleurs, comment dire, le distributeur ne communique pas là-dessus. Hein. Il parle surtout d'un film sur la légende de Queen, et je crois que c'est exactement ça. D'ailleurs, premièrement, on n'apprend quasiment rien de nouveau sur Freddie Mercury.
Bon, voilà, en général, dans un biopic sur des artistes, des musiciens en particulier, je pense à Ray, La Môme, Walk the Line, les Doors, ou même Amadeus. Le schéma narratif est quasiment toujours le même. Chez l'artiste, voilà, il y a une fêlure existentielle dans leur jeunesse, un drame familial, ce qui explique leur persévérance, qui explique d'ailleurs plus ou moins, mais parfois grossièrement, parfois une part sombre. Hein, ils tombent sous la drogue et tout. Ouh là là, j'ai un Cerbère qui me regarde. J'ai la trouille. Continue. Là, dans Bohemian Rhapsody, on est vraiment dans le conte de fées. Voilà, c'est le cas de le dire, si je peux me permettre. On a un pauvre garçon issu d'un milieu populaire, d'une famille immigrée, qui n'a pas les mêmes goûts que tout le monde, qui est physiquement plus proche du décapsuleur. Et puis tout à coup apparaît deux ménestrels. Ils se mettent à chanter. Les deux ménestrels sont émerveillés. Ils le prennent tout de suite, dans le groupe, bien sûr. Et tout ça se déroule de façon très factuelle. Et au final, on ne sait rien de plus. On savait qu'il aimait les hommes à moustache et qu'il fréquentait les backrooms. Bon, voilà. Alors, il y a cette histoire d'amour avec cette femme, Mary Austin. Et je trouve ça assez intéressant. Et je crois que même ils en font un peu la pierre angulaire du film. Mais je trouve qu'ils l'ont très mal, développé cette histoire, alors qu'ils avaient quand même une super actrice qu'on ne connaît pas, qui s'appelle Lucy Boynton, qui est outre qu'elle est tout à fait charmante. Elle a joué dans j'ai découvert dans le très bon film Sing Street, que je vous invite à voir, qui est un très 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 bon film. Voilà, une petite perle là, comme ça qui pétille sous la langue. Et d'ailleurs au passage, Rami Malek est vraiment très convaincant. Moi je trouve qu'il interprète d'abord c'est un très bon acteur, qu'on connaît dans la série Mr. Robot, qui est une excellente série d'ailleurs, par ailleurs, et il incarne parfaitement la personnalité sans le travestir, si je peux me permettre, ni le caricaturer. Je trouve qu'il est vraiment à la bonne distance. Voilà, il fait oublier le visage, peut-être pas tout de suite, mais au bout d'un moment. Alors pour en revenir à cette histoire d'amour avec Mary Austin, elle est quand même un peu gâchée par tout ce qu'ils ont choisi de raconter autour. C'est-à-dire, en gros, comment ils ont enregistré Bohemian Rhapsody, comment ils ont trouvé le riff de We Will Rock You. Bon, voilà, on est quand même sur quelque chose qui est vraiment la légende. Et puis, vraiment, ce parti pris de raconter cette légende, elle vient aussi essentiellement de choix de mise en scène. Et là, moi, je trouve que c'est vraiment une catastrophe. Tout est tourné en studio, à l'exception de la fin. On va y revenir. Et les lumières extérieures, qui viennent, par exemple, les fenêtres sont surexposées. On se croit vraiment dans je sais pas, le Seigneur des Anneaux, quoi. On dirait qu'ils se sont dit, tiens, on n'a pas de sous, on va pas mettre de décor, on va mettre des grands projecteurs comme ça. C'est assez horrible. Tout est tourné en studio. Même parfois, il y a des scènes qui sont censées se tourner sur des terrasses avec des mauvais flous au fond Enfin bon, c'est assez pénible. Puis il y a vraiment cette partie années 70, cette première partie avec les froufrous, les couleurs. Je vous parle même pas des perruques. J'en ai déjà assez parlé dans Un peuple et son roi d'ailleurs. On se croirait vraiment dans un cosplay spécial Austin Powers, quoi. Et à un moment même, je me suis tourné donc vers Anthony qui était avec moi et je lui ai demandé si on s'était pas gouré, qu'on n'était pas dans la salle de Spinal Tap. Voilà. Bon, pour moi, tout était joué. Surtout qu'on savait que la fin serait la reconstitution de la prestation de Live Aid, du Live Aid de 1986. On s'y attend parce que c'est... 85. Ou même celui de 85. Moi, j'y attendais pas grand-chose. Et là, je dois bien admettre qu'on s'est fait un peu cueillir. Voilà. Les morceaux s'enchaînent avec une mise en scène particulièrement bien travaillée. Et tout ce qui avait été amené dans la deuxième partie du film, la partie années 80, trouve une sorte de résolution dans cet épilogue. Et je trouve de manière vraiment très intelligente. Voilà, on s'est fait retourner, si je peux me permettre, une fois de plus. Et voilà. Alors, grand reproche... le film prend des libertés avec la vérité historique notamment pour relever la dramaturgie du film. Voilà, on aura l'occasion. Alors, est-ce que c'est respectueux d'un film qui se veut hommage à Freddie Mercury, bref. Chacun fera son avis. Ça, c'est le mien et je le partage. Alors, vous avez 2 minutes pour réagir. Nathalie. Alors, moi, je l'ai trouvé... Alors, tu as raison, le film n'est pas
proche de la Exactement, réalité. c'est ce que je disais, merci Nathalie. Non, stop. Par contre, j'ai trouvé que le film, il était beau, il était puissant, les musiques s'enchaînent magnifiquement, l'interprétation est très très belle, et je te trouve un petit peu sévère avec le film. D'accord. Anthony. Anthony. Je trouve que le film sert à rien. Heureusement, il est un tout petit peu sauvé. Il est un petit peu sauvé par effectivement ces 20 minutes de live aid, de reconstitution de live aid qui sont assez épiques. Effectivement, on est emporté. C'est le seul souvenir que je garde du film. Alors qu'a priori, il n'y avait rien de particulier à attendre de cette reconstitution. On a un très bon ami qui a cette expression très souvent, et je pense qu'on peut terminer l'émission là-dessus. Ça manque de sueur et de sperme. Très clairement. C'est vrai, c'est vrai. Alors juste une petite précision, il y a Mike Myers qui joue. Alors il y a ces fameuses libertés prises avec la vérité historique. Des personnages n'existent pas. Le personnage de Mike Myers, Ray Foster, n'existe pas. Ils sont inspirés de quelqu'un qui était un manager chez EMI, qui s'appelle Roy Featherstone. Alors, voilà, alors, il y a un méchant, c'est Paul Prenter. Alors, on est quand même dans un truc très manichéen. Voilà, c'est le bon, le méchant. Voilà, on est vraiment dans une sorte de légende, légende de Queen. Par contre, si je peux dire, allez le voir en VO plutôt qu'en VF. Oui, ah oui, allez vous faire voir les films. Je crois qu'il y a quelques séances aux Libertés, je crois, en VO. Donc voilà, allez aux Libertés vraiment pour le voir en VO Voilà. plutôt que la VF. Si vous aimez Queen, allez sur Spotify et puis faites-vous l'intégrale. Hein. C'est Scandaleux ce que tu viens de dire. Alors voilà, c'est sur ces belles paroles. Est-ce que Laurence Ricard aurait voulu rajouter? Il y a vraiment 10 secondes. 10 secondes, peut-être une actu. Il y a une très belle exposition à la Philharmonie de Paris en ce moment, qui a démarré le 19 octobre jusqu'au 27 janvier. C'est sur les comédies musicales, la joie de vivre au cinéma. Et ce dimanche 4 novembre, au Musée de la Musique, donc juste à côté de la Philharmonie de Paris, et dans le cadre de cette exposition, un très beau concert Over the Rainbow avec un groupe que vous connaissez certainement, Les Voix Animées. C'est très bien. Bravo d'avoir placé les voix animées. Merci. Bravo. Corporate. Merci à tous, c'était super, c'était vraiment génial. On vous donne rendez-vous la prochaine fois. Voilà, sans doute dans 15 jours, avec plein de surprises et peut-être le fait que je ne serai pas là. Voilà. Eh bien, voilà, j'ai qu'à vous dire au revoir. Au revoir.